Ferme les yeux. Laisse le monde extérieur disparaître. La lumière s'éteint, les sons s'éloignent et la gravité de la conscience commence à se relâcher. Tu es sur le point de plonger dans l'un des plus grands mystères de l'existence humaine, le sommeil. Un phénomène si banal, si quotidien, que peu de gens se rendent compte à quel point il est, en réalité, l'un des mystères les plus profonds de l'univers biologique. Tout le monde dort. Des êtres humains aux oiseaux, des mammifères marins aux insectes, le sommeil est une constante, un besoin aussi universel que la nourriture, l'eau ou l'air. Mais contrairement à ces derniers, qui ont des explications claires, le sommeil reste enveloppé de brume. Pourquoi dormons-nous? Que se passe-t-il exactement quand nous sommes inconscients? Et la question la plus troublante, si c'est si essentiel à la vie, pourquoi ne savons-nous toujours pas vraiment ce que c'est? Peut-être que l'aspect le plus fascinant du sommeil est son inutilité apparente. Réfléchis. Pendant que tu dors, tu es sans défense, sans vigilance, sans productivité, sans capacité à réagir au danger. Dans une logique de survie, cela devrait être un gros problème. Pourtant, à travers des millions d'années d'évolution, le sommeil est resté. Pire encore, il est devenu encore plus nécessaire. Un être privé de sommeil suffisamment longtemps commence à s'effondrer. Pas seulement émotionnellement, mais aussi physiquement, neurologiquement, métaboliquement. La privation de sommeil peut être plus mortelle que la faim. Alors, comment quelque chose d'aussi vital peut-il encore avoir une fonction aussi obscure? La science moderne a fait de grands progrès. Aujourd'hui, nous savons que le sommeil est lié à la consolidation de la mémoire, à la régulation émotionnelle, au nettoyage du cerveau et à l'équilibre hormonal. Mais rien de tout cela n'explique vraiment pourquoi nous avons besoin de dormir. Ce sont des fonctions associées, pas des causes premières. Le sommeil reste un portail de questions, une porte verrouillée derrière laquelle se cache quelque chose que nous ne comprenons pas encore totalement. Et peut-être que son véritable pouvoir réside là, dans le fait qu'il nous force à lâcher prise. Dormir, c'est se rendre, c'est faire confiance qu'en fermant les yeux, quelque chose de plus grand, biologique ou spirituel, prendra le relais. Mais que se passe-t-il pendant ce temps où nous nous déconnectons du monde? L'esprit voyage, le corps change. Le cerveau, curieusement, devient plus actif que pendant de nombreux moments d'éveil. Des images surgissent, des voix, des sensations sans logique, des réalités qui n'existent pas, des émotions vécues avec une intensité troublante. Et au réveil, tout s'échappe comme de l'eau entre les doigts. Le sommeil garde des secrets qui défient même les équipements scientifiques les plus puissants. Les machines capturent les ondes cérébrales, mesurent la respiration, enregistrent les battements du cœur. Mais elles ne peuvent pas accéder à ce qui se passe vraiment dans l'immensité de l'inconscient humain. Le sommeil est le laboratoire de l'âme, et dans les heures à venir, nous allons explorer chaque recoin de cet univers. Nous parlerons des cycles du sommeil, de leurs phases et de leurs rythmes. Nous explorerons les rêves, leur signification, leurs théories, leurs absurdités. Nous plongerons dans la paralysie du sommeil, les troubles nocturnes, les expériences extracorporelles. Nous comprendrons comment le cerveau se comporte pendant que tu dors, ce qu'il efface, ce qu'il retient, ce qu'il reconstruit. Et à la fin, peut-être, nous nous rapprocherons d'une compréhension plus profonde, non seulement du sommeil, mais de nous-mêmes. Parce que dormir, ce n'est pas simplement se reposer. Dormir, c'est entrer dans un état où la réalité se plie, où le temps se dissout, où le corps s'endort, mais l'esprit s'éveille. Imagine les premiers êtres vivants sur Terre. Des micro-organismes primitifs flottant dans des océans anciens, sans yeux, sans rêve, sans conscience. Et pourtant, certains d'entre eux présentaient déjà des schémas d'inactivité cyclique. Une forme rudimentaire de repos, une pause dans leurs fonctions vitales. Le sommeil, selon toute apparence, n'est pas né avec l'être humain, ni même avec les mammifères. Il précède la complexité. Il existe, sous différentes formes, chez les poissons, les reptiles, les oiseaux, les insectes. Même les vers présentent des comportements comparables au sommeil. Et cela nous conduit à une conclusion aussi stupéfiante qu'inévitable. Le sommeil est un trait profondément enraciné dans l'évolution de la vie, un phénomène aussi ancien que l'instinct de survie lui-même.
Mais si la sélection naturelle tend à éliminer tout ce qui est inutile, pourquoi le sommeil a-t-il survécu? Pourquoi, au lieu d'évoluer vers un besoin moindre de sommeil, ou son absence totale, le sommeil s'est-il maintenu? Ou pire encore, est-il devenu plus sophistiqué? Après tout, un animal endormi est vulnérable, une proie facile pour les prédateurs. Cela va à l'encontre du principe fondamental de l'évolution darwinienne. La seule explication possible est que les bénéfices du sommeil surpassent, et de loin, ses risques. Dormir, par conséquent, n'est pas une option. C'est un impératif biologique, et il n'existe pas une seule théorie pour justifier son existence. Il y en a plusieurs. Et bien qu'aucune d'entre elles ne puisse tout expliquer à elle seule, elles se complètent mutuellement. L'une des plus anciennes et des plus intuitives est la théorie de la conservation d'énergie. Dormir permettrait d'économiser des calories pendant les périodes d'activité réduite, en particulier la nuit, lorsque la chasse ou l'action deviennent moins efficaces. Mais cette théorie se heurte à une contradiction. Le cerveau consomme presque autant d'énergie durant le sommeil qu'en état d'éveil, voire plus pendant certaines phases. Une autre hypothèse apparaît alors, la réparation corporelle. Pendant le sommeil, notamment le sommeil profond, le corps accomplit des fonctions de régénération. Il répare les tissus, renforce le système immunitaire, régule des hormones comme la GH, l'hormone de croissance. Cette théorie explique bien le sommeil d'un point de vue physique, mais elle ne répond pas à la question la plus complexe. Que fait le sommeil au cerveau? C'est là qu'intervient la théorie de la consolidation de la mémoire. Les chercheurs ont découvert que le cerveau organise et stocke des souvenirs pendant le sommeil. Les nouvelles informations sont renforcées, les connexions neuronales sont réorganisées. Des expériences montrent que les étudiants qui dorment après avoir étudié ont de bien meilleurs résultats que ceux qui restent éveillés. L'esprit dort, mais il travaille. Silencieusement, il sélectionne, archive et même efface. Et cela nous mène à l'une des découvertes les plus récentes, le sommeil comme nettoyage cérébral. En 2013, des scientifiques ont découvert un système appelé glymphatique, un réseau de drainage qui élimine les toxines du cerveau et qui fonctionne presque exclusivement pendant le sommeil. Lors de l'éveil, le cerveau est trop occupé, mais durant le sommeil, il active ce système, comme s'il procédait à un grand nettoyage. Parmi les toxines éliminées se trouve la bêta-amyloïde, une protéine liée à la maladie d'Alzheimer. Cela signifie que le sommeil ne nous maintient pas seulement alertes. Il pourrait être crucial pour nous protéger contre les maladies neurodégénératives. Et alors nous faisons face à une question encore plus profonde. Rêvons-nous simplement à cause du cerveau, ou bien le cerveau rêve-t-il pour quelque chose de plus grand? Sous sa forme la plus primitive, le sommeil aurait pu apparaître comme un simple schéma d'inactivité. Mais au fil des millions d'années, il a évolué. Il s'est adapté à la complexité de la conscience. Il s'est entremêlé à l'apprentissage, à l'émotion, à la créativité. Et aujourd'hui, pour nous, humains, il représente une plongée dans une dimension où le réel se dissout et où l'imaginaire prend forme. Chez les créatures plus simples, comme les insectes, le sommeil semble être seulement une pause comportementale. Mais chez des animaux comme les pieuvres, qui présentent des changements de couleur et de motifs pendant le sommeil paradoxal, similaires aux rêves, on remarque que même chez des espèces très différentes, quelque chose de plus profond se joue. Les dauphins, par exemple, dorment avec un seul hémisphère cérébral à la fois, gardant l'autre actif pour remonter, respirer à la surface. Cela montre que le sommeil s'adapte, se transforme, mais ne disparaît jamais. Tout cela nous mène à une conclusion unique. Le sommeil est un ancien code inscrit dans la logique même de la vie, un processus aussi essentiel que profond, qui a résisté à toutes les épreuves du temps. Il a peut-être commencé comme un cycle simple, mais il est devenu le socle de notre équilibre mental, de notre apprentissage et peut-être de notre âme. Dormir ainsi, c'est prolonger l'histoire de la vie. Lorsque nous fermons les yeux la nuit, nous répétons le geste de milliards de créatures avant nous. Nous devenons partie d'une tradition biologique qui traverse les âges. Et peut-être en dormant, accédons-nous à quelque chose de bien plus ancien que la mémoire, peut-être à l'essence même de l'existence. Lorsque nous fermons les yeux et franchissons le seuil entre l'éveil et le sommeil, nous n'entrons pas dans un état continu et uniforme de repos. Au contraire, le sommeil est une danse complexe entre différentes étapes,
chacune ayant ses caractéristiques propres qui s'alternent en cycles répétitifs tout au long de la nuit. Cette chorégraphie silencieuse, invisible à nos sens conscients, est régie par des rythmes que la science n'a commencé à percer que récemment. Et ce qu'elle révèle, c'est que, pendant que nous dormons, notre esprit joue une véritable pièce de théâtre intérieur, où le décor change, les acteurs changent de masque, et la logique se plie à chaque nouvel acte. Le cycle du sommeil se divise en deux grandes phases. Le sommeil NREM, Non-Rapid Eye Movement, sommeil sans mouvements oculaires rapides, et le sommeil REM, Rapid Eye Movement, sommeil paradoxal, avec mouvements oculaires rapides. Ces phases s'alternent dans des cycles d'environ 90 minutes, qui se répètent de 4 à 6 fois par nuit chez un adulte en bonne santé. Mais à l'intérieur de cette structure générale se cachent des profondeurs et des subtilités qui lèvent un coin du voile sur les mystères de la conscience endormie. Le sommeil NREM se subdivise en 3 stades, numérotés de N1 à N3. Le premier, N1, est le seuil, un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. À ce moment-là, les yeux se ferment lentement, les muscles se relâchent et le cerveau commence à émettre des ondes θ, lentes et ondulantes. De nombreuses personnes vivent de petites hallucinations visuelles ou auditives à ce stade. Sensations de chute, bruits étranges, éclairs d'images sans sens. C'est le moment où la réalité commence à se fragmenter, bien qu'un mince fil de conscience demeure. Ensuite, nous glissons vers le N2, une phase de sommeil léger mais plus stable. Le corps ralentit davantage ses fonctions. Le rythme cardiaque diminue, la respiration devient plus lente, la température corporelle baisse. Le cerveau émet des signaux caractéristiques appelés fuseaux de sommeil et complexes K, des impulsions électriques impliquées, selon les chercheurs, dans la consolidation de la mémoire et le filtrage des stimuli extérieurs. Le monde extérieur s'efface et le cerveau se tourne vers son propre univers intérieur. Le stade le plus profond du sommeil NREM est le N3, aussi appelé sommeil à ondes lentes ou sommeil delta. C'est ici que se produit le repos physique le plus complet. Le corps libère l'hormone de croissance, répare les tissus, renforce le système immunitaire. Mais ce n'est pas tout. Le cerveau effectue également des processus fondamentaux de réorganisation interne. C'est comme si, à ce stade, nous étions presque totalement déconnectés du monde, plongés dans une obscurité paisible où peu ou pas de rêves surviennent. C'est le sommeil le plus réparateur et, paradoxalement, le plus difficile à interrompre. Mais après cette plongée profonde, quelque chose de curieux se produit. Le cycle remonte à la surface et tout change. Le sommeil REM commence. Le cerveau, jusque-là calme et économe, s'illumine comme une ville, vue depuis l'espace. Les yeux bougent rapidement sous les paupières fermées. L'activité cérébrale ressemble alors à celle de l'éveil. C'est à ce moment-là que se produisent les rêves les plus vifs, les plus intenses, les plus étranges. Le corps, quant à lui, reste presque totalement paralysé. Un mécanisme de sécurité qui empêche d'agir physiquement les scènes rêvées. Cette paralysie musculaire, appelée atonie REM, est l'une des clés pour comprendre des phénomènes tels que le somnambulisme ou la paralysie du sommeil, que nous aborderons bientôt. La phase REM joue aussi un rôle essentiel. Elle est intimement liée à la consolidation émotionnelle. Des études montrent que les personnes privées de sommeil paradoxal présentent une plus grande instabilité émotionnelle, des difficultés d'apprentissage et des symptômes dépressifs. Rêver ne serait donc pas une simple bizarrerie du cerveau, mais un processus de digestion psychologique. Et ce qui est fascinant, au fil de la nuit, les cycles se réajustent. Le sommeil profond N3 domine les premiers cycles, mais le sommeil REM devient de plus en plus long dans les derniers, surtout dans les heures précédant le réveil. Autrement dit, c'est à l'aube que nous rêvons le plus intensément. Ce ballet entre sommeil léger, profond et paradoxal est orchestré par deux systèmes principaux. L'horloge circadienne, qui régule notre rythme biologique de 24 heures, et la pression homéostatique du sommeil, qui augmente plus, nous restons éveillés longtemps. Ensemble, ils déterminent non seulement quand nous dormons, mais aussi comment. Tout déséquilibre, qu'il s'agisse d'insomnie, de stress, d'usage excessif des écrans, de longs voyages ou de travail en horaire décalé,
peut gravement perturber cette architecture du sommeil. Et lorsque cette structure se brise, le coût est élevé. Un sommeil fragmenté, mal réparti ou insuffisant affecte l'attention, la mémoire, l'humeur, le métabolisme, le système immunitaire, le cœur, le cerveau. Et ironiquement, nous avons souvent l'illusion que dormir moins nous rend plus productifs, plus forts, plus résistants. Mais le sommeil n'est pas une pause, c'est un engrenage vital, et ces cycles, qui se répètent nuit après nuit, sont comme les battements du subconscient. Une symphonie silencieuse, un spectacle biologique indispensable pour maintenir notre équilibre. Chaque personne a une architecture du sommeil unique, comme une empreinte digitale. Les enfants passent plus de temps en sommeil profond, les personnes âgées, moins. Certains rêvent abondamment, d'autres s'en souviennent à peine, mais tous, sans exception, traversent les mêmes portes, les mêmes phases, les mêmes cycles, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Car le sommeil, avant tout, est un voyage. Et chaque nuit, nous entreprenons ce voyage sans billet aller, mais avec l'espoir de revenir plus entiers au matin. Il est facile d'imaginer le sommeil comme un état de déconnexion, une pause, un intervalle biologique où le corps se retire et l'esprit se tait. Mais cette vision est une illusion, car en réalité, pendant que vous dormez, l'organe le plus essentiel à votre existence, le cerveau, s'active comme s'il était au cœur d'une métropole illuminée en pleine nuit. Les lumières peuvent être éteintes à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une tempête électrique. Les synapses s'activent. Les réseaux neuronaux se réorganisent. Les souvenirs se déplacent, s'effacent, se mélangent. Le cerveau endormi est, à bien des égards, aussi actif, voire plus, qu'à l'état de veille. Mais son activité est différente. Tourné non vers l'extérieur, mais plongé dans un processus intérieur de maintenance, de guérison, de reconstruction, et peut-être, juste peut-être, de connaissance de soi. Pendant le sommeil, différentes zones du cerveau s'activent à différents moments. En sommeil NREM profond, par exemple, le cerveau est dominé par des ondes lentes et synchronisées, appelées ondes delta, signe qu'il est entré en mode de restauration. Mais même dans cet état inconscient, des zones spécifiques comme le hippocampe restent pleinement actives, transférant les souvenirs récents de la mémoire à court terme vers des régions plus durables du cortex cérébral. C'est comme si l'on sauvegardait des fichiers importants, depuis un dossier temporaire vers un disque dur sécurisé. Bien dormir, c'est entre autres mieux se souvenir. Puis vient le sommeil REM, et la symphonie change. L'activité cérébrale devient désorganisée et vibrante, semblable à celle de l'éveil. Mais un fait intrigant émerge. Les zones associées à la logique et au jugement, comme le cortex préfrontal dorsolatéral, restent moins actives. En revanche, les structures émotionnelles comme le amygdale, bonos et le système limbique s'illuminent. Cela explique pourquoi les rêves sont si chaotiques, émotionnels et détachés de toute logique. Le cerveau est dans un état de créativité pure, mais avec ses filtres rationnels désactivés. C'est comme s'il répétait des scénarios, libérait des traumatismes, explorait des hypothèses qu'il n'oserait jamais tester à l'état conscient. Une autre fonction cruciale du cerveau endormi est le nettoyage neuronal. Pendant longtemps, on pensait que le cerveau ne possédait pas de système lymphatique comme le reste du corps. Autrement dit, qu'il n'avait pas de moyens clairs pour éliminer les déchets métaboliques générés par son intense activité. Mais cette idée a changé avec la découverte du système glymphatique, un réseau de canaux et d'espaces entre les neurones qui se dilatent pendant le sommeil pour permettre au liquide céphalorachidien de circuler plus librement, éliminant des substances potentiellement toxiques. Parmi elles se trouve la bêta-amyloïde, une protéine associée à la maladie d'Alzheimer. Cela signifie que le cerveau se lave littéralement pendant que nous dormons. Un ménage moléculaire qui ne peut se faire que si nous nous abandonnons à un sommeil profond. Il existe aussi des indices selon lesquels le cerveau réalise une sorte de tri émotionnel durant le sommeil. Les rêves reprennent souvent des fragments d'expériences quotidiennes, mais de façon fragmentée, symbolique ou surréaliste. Les théories suggèrent que cette mise en scène n'est pas aléatoire. Elle aiderait à traiter les émotions, à comprendre les relations sociales, à simuler des menaces et à tester des réponses. Des études ont montré
que les personnes privées de sommeil REM ont tendance à interpréter les expressions faciales de façon plus négative, réagissant avec davantage d'irritabilité et d'anxiété. Bien dormir ne nous rend pas seulement plus attentifs, cela nous rend aussi plus équilibrés émotionnellement. Une autre découverte fascinante est la réactivation des expériences vécues. Des études en IRMF ont montré que, pendant le sommeil, les mêmes schémas neuronaux activés lors de l'apprentissage réapparaissent spontanément, comme si le cerveau revivait ces moments pour mieux les ancrer. Et cela ne se limite pas aux connaissances intellectuelles. Si vous avez appris un nouveau geste physique, comme jouer une mélodie ou effectuer un pas de danse, votre cerveau le répétera silencieusement pendant la nuit, renforçant ainsi les connexions liées à cette compétence. Mais il reste encore des mystères. Pendant certaines phases du sommeil, le cerveau entre dans des états oscillatoires que les scientifiques ne comprennent pas encore complètement. De vastes synchronisations, des impulsions électriques qui se propagent comme des vagues, des événements que certains neuroscientifiques décrivent comme un signal maître de réorganisation. Ces motifs pourraient être liés à la créativité, à la résolution de problèmes, ou même à des expériences subjectives profondes que nous associons à des intuitions ou des révélations. Il n'est pas rare d'entendre des artistes, des scientifiques ou des penseurs dire que leurs idées les plus puissantes leur sont venues en rêve ou dans ces états frontières entre sommeil et veille. Et alors surgissent des questions que la science hésite encore à aborder. Le cerveau accède-t-il à des couches de l'esprit cachées pendant la journée? L'inconscient se manifeste-t-il vraiment dans le sommeil, comme le suggéraient Freud ou Jung? Ou bien le cerveau endormi est-il simplement un mathématicien silencieux, résolvant des équations que nous ne comprenons pas encore? Ce que nous savons avec certitude, c'est que le sommeil n'est pas une absence, c'est une présence subtile. Un état parallèle de fonctionnement cérébral. Et sans lui, tout ce que nous sommes, notre mémoire, notre identité, notre santé mentale, commence à se dissoudre. Pendant que vous dormez, votre cerveau continue d'écrire l'histoire de ce que vous êtes. Il corrige les erreurs, renforce les vérités, dissout les douleurs et parfois invente des mondes. Avez-vous déjà rêvé de quelque chose de si vif, si intense, qu'il vous a fallu quelques secondes au réveil pour comprendre que ce n'était pas réel? Une étreinte jamais reçue, un paysage qui n'existe pas, une peur sans nom, une joie sans raison. Les rêves sont des fenêtres ouvertes sur l'inconnu. Ce sont des expériences qui se déroulent dans l'esprit endormi, mais qui touchent le cœur, comme s'il s'agissait de souvenirs vécus. Et depuis toujours, nous avons tout tenté pour les comprendre. Mythologie, philosophie, médecine, psychologie, neurosciences. Et pourtant, les rêves demeurent, dans leur essence, le territoire de l'inexplicable. La vérité, c'est que nous ne savons pas exactement pourquoi nous rêvons. Il existe de nombreuses hypothèses, mais aucune conclusion définitive. Ce que l'on sait, c'est que la majorité des rêves ont lieu pendant la phase REM du sommeil, lorsque le cerveau est extrêmement actif, mais que le corps reste paralysé. Dans cette phase, les zones liées à l'émotion, comme l'amygdale, sont très actives, tandis que les centres responsables du jugement et de la logique sont quasiment inactifs. Le résultat? Des histoires chaotiques, des mondes fragmentés, des absurdités qui ont un sens total pendant qu'on les vit. Le rêve devient alors un récit émotionnel sans filtre rationnel. Mais ce n'est pas toujours la science qui a cherché à déchiffrer les rêves. Les civilisations anciennes croyaient qu'ils étaient des messages des dieux. En Égypte antique, des prêtres spécialisés interprétèrent les rêves comme des visions prophétiques. En Grèce, on pensait qu'ils étaient des visites divines, des avertissements. Hippocrate, le père de la médecine occidentale, soupçonnait déjà une origine physiologique, mais continuait à les traiter avec respect. En Inde, au Tibet, dans les cultures autochtones d'Amérique et d'Afrique, les rêves ont toujours occupé un espace entre le réel et le spirituel, comme des ponts entre les mondes. Puis vinrent les théories psychologiques. En 1899, Sigmund Freud publia L'interprétation des rêves, dans laquelle il affirmait que les rêves étaient l'expression déguisée de désirs refoulés. Pour lui, le contenu du rêve se divisait entre le manifeste, ce que l'on voit, et le latent, ce que cela signifie réellement. Un train pouvait symboliser un désir sexuel, une chute, une peur de l'échec.
Le langage du rêve serait, selon Freud, symbolique, sexualisé, profondément lié à l'inconscient. Carl Jung, son élève devenu rival, avait une vision différente. Les rêves étaient pour lui des manifestations de l'inconscient collectif, un réservoir de symboles universels partagés par toute l'humanité, comme le héros, l'ombre, le sage. Pour Jung, les rêves n'étaient pas des bruits mentaux, mais des messages, des révélations, des clés de l'âme. La science moderne, en revanche, propose une explication plus froide. Pour de nombreux neuroscientifiques, les rêves seraient de simples sous-produits de l'activité cérébrale pendant le sommeil paradoxal. En réorganisant les informations, le cerveau active des images, des sons, des souvenirs, qui se combinent de manière aléatoire. C'est la théorie dite de l'activation synthèse, proposée par Hobson et McCarley dans les années 1970. Selon cette théorie, le cerveau tenterait simplement de donner un sens à une avalanche d'impulsions neuronales aléatoires, comme un scénariste tentant de construire un film à partir de scènes sans lien. Il n'y aurait pas de signification profonde, juste le chaos cherchant à devenir récit. Mais cette théorie ne suffit pas à tout expliquer. Elle ne dit rien sur les rêves qui semblent annoncer des événements futurs, même de manière symbolique, ni sur ceux qui permettent à certaines personnes de résoudre de vrais problèmes pendant leur sommeil, ou sur ces rêves qui transmettent des émotions si puissantes qu'ils changent notre humeur au réveil. Des études récentes montrent que les rêves jouent un rôle dans la consolidation de la mémoire émotionnelle, la résolution créative de problèmes et l'adaptation psychologique au traumatisme. Autrement dit, même si leur contenu paraît désordonné, leur fonction peut être d'une extrême précision. Et puis, il y a les rêves lucides, ceux où le rêveur prend conscience qu'il est en train de rêver. Dans cet état rare, on peut parfois contrôler ce qui se passe, voler, visiter des lieux, dialoguer avec des figures oniriques. C'est comme être éveillé dans un monde généré par son propre cerveau. Il existe des techniques pour provoquer des rêves lucides, tenir un journal, pratiquer l'autosuggestion pendant le sommeil paradoxal. Et même si cela semble magique, l'imagerie cérébrale a déjà démontré qu'au cours de ces rêves, certaines zones du cerveau liées à la conscience de soi s'activent partiellement. Il y a donc de la science, mais aussi une frontière où la science touche au mystère. Alors une question se pose. Le rêve est-il une simple fonction biologique ou une forme d'existence parallèle? Quand on rêve de quelqu'un qui n'est plus là et qu'on ressent presque réellement son étreinte, sa voix, sa présence, est-ce une simple mémoire ou bien une retrouvaille? Quand on rêve à répétition de lieux qu'on n'a jamais vus, mais que l'on connaît intimement, est-ce invention ou souvenir d'un autre ordre? Il existe des récits de rêves partagés entre différentes personnes, des témoignages de rêves prémonitoires, des rêves qui ont changé des vies. Quelle que soit l'origine des rêves, chaos neuronal, désir refoulé, nettoyage de mémoire ou porte ouverte vers d'autres réalités, une chose est sûre, ils ont du pouvoir. Un rêve peut apaiser ou terrifier, guérir ou blesser, inspirer ou détruire. C'est un terrain d'expérimentation de la psyché humaine. Une arène où l'on affronte ses peurs, revit ses fautes, célèbre ses victoires ou tente, d'une manière ou d'une autre, de se reconstruire. Dormir, alors, ce n'est pas seulement se reposer, c'est ouvrir un espace pour que l'invisible puisse parler. Et les rêves, dans cette langue qui ne se traduit pas, sont peut-être le murmure le plus profond de ce que nous appelons l'âme. Imaginez-vous réveillé au milieu de la nuit. Vos yeux s'ouvrent, l'obscurité de la pièce est là, silencieuse, immobile. Vous essayez de bouger, mais c'est impossible. Vous tentez de crier, aucun son ne sort. Votre corps est paralysé, comme s'il ne vous appartenait plus. Et puis, quelque chose d'encore plus étrange se produit. Vous ressentez une présence, dans la pièce, tout près, parfois au-dessus de vous. Quelque chose qu'on ne voit pas, mais que l'on perçoit avec une clarté terrifiante. Une silhouette sombre, une pression sur la poitrine, un murmure à l'oreille, une respiration qui n'est pas la vôtre. C'est le scénario typique d'un épisode de TAC paralysie du sommeil. L'un des phénomènes les plus troublants, et en même temps les plus étudiés et redoutés, de la neurobiologie du sommeil. La paralysie du sommeil survient lorsqu'une personne se réveille partiellement durant la phase de sommeil paradoxal,
avant que le cerveau n'ait désactivé l'atonie musculaire. Cet état naturel de paralysie temporaire qui empêche le corps de bouger pendant les rêves. Cela signifie que l'esprit est éveillé, mais que le corps dort encore. Vous êtes conscient, mais totalement incapable de bouger. Et pire, cette conscience s'accompagne souvent d'hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques. Des images, des sons, des sensations surgissant entre rêve et réalité. Le résultat, une expérience d'un réalisme terrifiant et profondément déroutante. Ce phénomène est documenté depuis des siècles dans de nombreuses cultures, sous des noms variés. En Scandinavie, on parlait du mar, un démon nocturne qui s'asseyait sur la poitrine des dormeurs, les empêchant de respirer. Au Japon, il est connu sous le nom de kanashibari, associé à des esprits qui immobilisent. Au Brésil, on l'appelle la pisadeira, une vieille femme effrayante qui s'assied sur le torse des endormis. Aux États-Unis, certains parlent du syndrome de la vieille sorcière, Old Hag Syndrome. Quel que soit le nom, le récit reste presque toujours le même. Une présence oppressante, un sentiment de menace, une impuissance totale face à l'inexplicable. Mais que dit la science à ce sujet? Des études montrent que la paralysie du sommeil est relativement courante. On estime que 25 à 40% des personnes vivront au moins un épisode au cours de leur vie. Chez les individus souffrant de troubles du sommeil ou soumis à un stress élevé, ce taux peut être encore plus élevé. Les neurosciences expliquent que ce phénomène est dû à une dissociation temporaire entre les systèmes qui régulent le sommeil paradoxal. Le cerveau éveille la conscience, mais la paralysie musculaire persiste. Ce qui suit, ce sont des interprétations émotionnelles, souvent influencées par la peur, le stress, la culture et l'état psychologique. Durant la paralysie, le cerveau peut générer des hallucinations visuelles, auditives et tactiles, perçues comme réelles, car elles se produisent dans cet espace liminal entre rêve et veille. Le corps est figé, l'esprit est en alerte, et le système émotionnel est en mode d'urgence. C'est un terrain propice à la projection des peurs les plus profondes. D'où les silhouettes sombres, les sons étranges, la sensation d'oppression thoracique. Le phénomène est intérieur, mais d'une intensité telle que l'on jure avoir vécu quelque chose d'extérieur, de surnaturel, voire de maléfique. Pourtant, tous les épisodes ne sont pas négatifs. Certains apprennent, avec le temps, à reconnaître la paralysie et même à l'utiliser comme passerelle vers le rêve lucide. Ils réalisent qu'ils sont dans cet état, gardent leur calme et peuvent parfois plonger volontairement dans un rêve contrôlé. Mais cela requiert de la pratique, une conscience de soi et surtout l'absence de panique, chose difficile face à l'inconnu. D'autres voient dans la paralysie du sommeil plus qu'un simple phénomène neurologique. Beaucoup l'associent à des expériences spirituelles, des sorties hors du corps ou même des contacts avec d'autres réalités. Dans plusieurs traditions ésotériques, la paralysie est perçue comme un stade initial de la projection astrale. Un état dans lequel la conscience se détache du corps physique pour explorer d'autres dimensions. Certains disent flotter, se voir d'en haut, ou visiter des lieux jamais vus. La science reste sceptique face à ces récits, mais ce qu'on ne peut nier, c'est que l'expérience est intense, marquante et souvent transformatrice. Ce qui importe le plus pour ceux qui vivent la paralysie du sommeil, c'est de savoir qu'ils ne sont pas seuls et que malgré la terreur ressentie, le phénomène est temporaire et sans danger. Le simple fait de le comprendre peut réduire l'angoisse, ce qui diminue les risques de récurrence. Des pratiques comme l'amélioration de l'hygiène du sommeil, éviter de dormir sur le dos, réduire le stress et adopter un rythme de sommeil régulier peuvent aider. Et pour ceux qui souhaitent explorer cet état, il existe des études, des guides et des techniques qui peuvent transformer la peur en curiosité et peut-être même en connaissance. La paralysie du sommeil nous rappelle une vérité essentielle. Le sommeil n'est pas qu'un repos, c'est une frontière, un territoire où les limites entre le corps et l'esprit s'estompent, où le réel et l'imaginaire se touchent. Et lorsque cette ligne est franchie trop tôt, l'expérience peut devenir la plus terrifiante ou la plus révélatrice de toute votre vie. Imaginez-vous marcher dans votre maison en pleine nuit, ouvrir des portes, manipuler des objets,
prononcer des phrases incohérentes, parfois même conduire, manger ou sortir dehors, tout cela en étant techniquement endormi. Le somnambulisme est l'un des phénomènes les plus étranges du sommeil. Une condition où le corps accomplit des mouvements complexes, alors que l'esprit est immergé dans les profondeurs de l'inconscient. Comme si certaines parties du cerveau étaient réveillées, tandis que d'autres dormaient encore. Et la question qui s'impose naturellement est « comment cela est-il possible ?» Le somnambulisme survient principalement durant le sommeil à ondes lentes, le stade N3 du sommeil non REM, celui où le repos est le plus profond et réparateur. Normalement, le corps devrait être complètement au repos. Mais chez certains individus, en particulier les enfants, des régions cérébrales liées au mouvement et à la coordination peuvent s'activer spontanément, permettant des actions physiques alors que la conscience reste absente. La personne peut se lever, marcher, parler, ouvrir des tiroirs, accomplir des tâches simples, tout cela avec les yeux ouverts, mais avec un regard vide, sans expression. Au réveil, elle ne se souvient généralement de rien. Ce trouble est plus fréquent chez les enfants, affectant environ 15% d'entre eux à un moment donné. Dans la plupart des cas, il disparaît avec l'âge. Mais chez l'adulte, il peut persister et devenir plus dangereux, car les comportements deviennent plus complexes et, dans certains cas, potentiellement dangereux. Il existe des cas documentés de personnes ayant cuisiné, conduit un véhicule, voire commis des actes violents pendant des épisodes de somnambulisme. Des cas extrêmement rares concernent même des homicides en état de somnambulisme, utilisés comme défense juridique avec des degrés de succès variables. La question que la neuroscience continue de débattre est « jusqu'à quel point la conscience est-elle absente ?» Et où s'arrête l'automatisme et où commence la responsabilité? Un autre phénomène tout aussi énigmatique est celui des terreurs nocturnes. Contrairement aux cauchemars, qui surviennent durant le sommeil paradoxal et dont on garde souvent un souvenir, les terreurs apparaissent durant le sommeil profond non REM, et la personne ne s'en souvient pas. Elles se manifestent brutalement. La personne crie, pleure, s'agite, présente une tachycardie, transpire abondamment, les yeux écarquillés, tout cela sans vraiment se réveiller. Pour l'observateur, cela ressemble à une crise de panique, tandis que l'esprit de la personne reste déconnecté. Tenter de la réveiller peut être difficile, voire risqué. Et une fois éveillée, elle ne comprend généralement pas ce qui vient de se passer. Cela ressemble à un cauchemar. Mais ce n'en est pas un. C'est quelque chose de plus primitif. Un cri surgissant des profondeurs du cerveau inconscient. La science ne sait pas encore exactement ce qui déclenche les terreurs nocturnes. On pense qu'elles sont liées à la bas maturation du système nerveux central, ce qui explique leur prévalence chez les enfants. Mais elles peuvent également apparaître chez les adultes soumis à un stress intense, à l'anxiété ou à certains troubles neurologiques. Ce qui intrigue les chercheurs, c'est que ces épisodes se produisent sans activation des zones du cerveau associées à l'imagerie ou à la mémoire. Ils sont donc purement physiologiques, comme de décharges émotionnelles électriques, émanant d'un cerveau en pleine réorganisation interne. Au-delà de ces deux phénomènes, il existe une catégorie plus large, appelée parasomnie. Des comportements anormaux qui surviennent pendant le sommeil. On y trouve des épisodes de prise alimentaire inconsciente nocturne, de somniloquie, de comportements sexuels automatiques, sexsomnie, de rires ou de pleurs involontaires, et même d'agressions physiques envers le partenaire. Dans de rares cas, une personne peut vivre des épisodes de automatisme nocturne, où elle effectue des actions complexes comme ouvrir des portes, sortir de chez elle ou manipuler des objets dangereux, sans s'en souvenir au réveil. C'est comme si le cerveau, la nuit, devenait vulnérable à des pannes de contrôle, une sorte de court-circuit neuronal entre sommeil, mouvement et conscience. La médecine du sommeil tente de comprendre ces comportements depuis des décennies. Et bien qu'il existe des traitements, allant des changements de mode de vie aux médicaments et thérapies comportementales, beaucoup de ces troubles restent sans explication claire. Ils remettent en question les modèles traditionnels du fonctionnement cérébral pendant le sommeil. Après tout, dormir devrait être un état de déconnexion. Mais ces manifestations révèlent que tout ne s'éteint pas toujours. Parfois, les parties les plus instinctives et primitives
restent actives, agissant dans l'ombre, comme si elles tentaient de résoudre ce que l'esprit conscient n'arrive pas encore à comprendre. Et il y a une question encore plus troublante. Que révèlent ces comportements sur nous-mêmes? Si, pendant le sommeil, nous accomplissons des actes que nous n'oserions jamais faire à l'état éveillé, ces actes sont-ils enfouis en nous? Font-ils partie de notre ombre, comme le dirait Jung? Ou ne sont-ils que le bruit d'un système biologique imparfait? Ce qui est certain, c'est que le sommeil, loin d'être une simple pause, est une arène où le corps et l'esprit négocient, s'affrontent et, parfois, entrent en conflit. Et de ces conflits naissent des épisodes qui nous rappellent que même le repos n'est pas à l'abri de la complexité humaine. Dormir est essentiel, mais ce n'est jamais simple. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir dormi pendant des heures pour découvrir, en regardant l'horloge, que seules quelques minutes s'étaient écoulées? Ou à l'inverse, vous réveillez avec la sensation de n'avoir fermé les yeux qu'un instant alors que la nuit entière avait filé? La manière dont nous percevons le temps pendant le sommeil est sans doute l'une des distorsions les plus fascinantes de la conscience humaine. Et plus on s'y intéresse, plus il semble nous échapper. Car le temps durant le sommeil n'est pas le même que celui de l'éveil. Il s'étire, se comprime, se fragmente. Parfois, il paraît infini. D'autres fois, il ne dure qu'un battement de paupières. Mais que signifie cela? Pourquoi rêvons-nous de longues séquences d'événements qui semblent durer des heures, alors qu'elles ne prennent que quelques secondes? Que nous révèle le sommeil sur la véritable nature du temps? Les neurosciences peinent encore à expliquer cette expérience subjective. Le temps objectif, celui que nous mesurons avec des horloges ou des chronomètres, suit son cours linéaire implacable. Mais le temps de l'esprit, le temps de la conscience, est tout autre. Il dépend de processus internes, de l'attention, de la mémoire, de la succession des événements perçus. Or, durant le sommeil, ces éléments sont profondément modifiés. Le cerveau fonctionne à des fréquences différentes. Les zones responsables de la perception temporelle, comme le bas cortex préfrontal, sont moins actives, tandis que les régions émotionnelles et sensorielles prennent le relais. Le résultat, une rupture entre le temps intérieur et le temps extérieur. Et lorsqu'elle survient, l'expérience vécue, dans un rêve, peut sembler aussi longue ou aussi brève que le cerveau le permet. L'un des travaux les plus révélateurs sur ce sujet a été mené avec des personnes capables de rêves lucides. On leur demandait d'effectuer dans leurs rêves des tâches mesurables dans le temps, comme compter de 1 à 10 ou bouger les yeux à intervalles réguliers. Les résultats ont surpris les chercheurs. Bien que le temps rêvé paraisse subjectivement distordu, les intervalles mesurés par les mouvements oculaires pendant le sommeil paradoxal étaient relativement proches du temps réel. Cela indique que le cerveau conserve une forme de chronomètre interne fonctionnel, même dans les états de conscience modifiés. Mais l'interprétation subjective de ce temps peut, elle, varier radicalement, et c'est cela qui nous fascine. Il est fréquent dans un rêve de vivre des scènes complexes, des récits entiers avec un début, un développement et une fin. Vous pouvez revivre votre enfance, traverser des villes, avoir des conversations prolongées, vivre des histoires qui semblent durer des heures, alors que tout cela ne prend que quelques secondes d'activité cérébrale. Cela s'explique par la manière dont le cerveau reconstruit les expériences à partir de la mémoire émotionnelle et symbolique, et non en suivant la chronologie linéaire du réel. Le rêve n'a pas besoin de se dérouler dans le temps, comme dans la réalité éveillée. Heilsomos existe en dehors de la ligne temporelle. Il surgit tout d'un coup, comme un éclair, que l'esprit perçoit comme une séquence. Cette perception déformée du temps explique aussi pourquoi certaines personnes se réveillent épuisées, même après de nombreuses heures de sommeil, en particulier si les rêves étaient agités, denses ou émotionnellement chargés. Pour le corps, le repos a eu lieu, mais pour l'esprit, le temps a pu être éprouvant. À l'inverse, certains affirment avoir dormi quelques minutes seulement et se réveiller profondément régénérés, comme s'ils avaient passé des heures dans une paix absolue. Cela montre que la qualité de l'expérience temporelle subjective peut être plus déterminante que sa quantité objective. D'un point de vue philosophique, cela ouvre des portes vers des questionnements profonds. Et si le temps n'était qu'une construction de la conscience?
S'il peut être distordu, ignoré ou annulé pendant le sommeil, est-il vraiment réel? Ou simplement une illusion que nous utilisons pour structurer la réalité? Pour les bouddhistes tibétains, par exemple, les états de sommeil et de rêve sont des portails vers la compréhension de l'impermanence, de la réalité et du temps. Certaines branches de la physique moderne, comme la théorie de la relativité, affirment que le temps est relatif à l'observateur. Et plus loin encore, certaines théories quantiques commencent à remettre en question l'existence même du temps tel que nous le concevons. Pendant le sommeil, vous pouvez rêver que vous avez vécu des décennies pour vous réveiller et découvrir que seules quelques minutes se sont écoulées. Et même si cela reste un phénomène interne, subjectif, il nous oblige à affronter une idée déstabilisante. Le temps que nous vivons n'est peut-être pas celui que vit le monde. Notre petite expérience d'exister ne suit pas le rythme des aiguilles, elle suit celui de l'esprit. Et l'esprit, pendant le sommeil, crée son propre univers temporel. Peut-être que, dans nos rêves, nous sommes les maîtres d'un temps qui ne se mesure pas, un temps qui échappe à la logique et à la chronologie. Un temps qui nous permet de revivre le passé, d'anticiper l'avenir, ou d'exister dans toutes les directions à la fois. Un temps où le présent peut durer une éternité, ou se dissoudre dans l'instant suivant. Dormir, alors, ce n'est pas seulement fermer les yeux. C'est entrer dans un monde où le temps cesse d'être une ligne et devient spirale, fragment, mémoire, sensation. Et dans ce monde, nous ne sommes pas que spectateurs. Nous sommes les créateurs de notre propre éternité. La science, animée par sa soif insatiable de comprendre ce qui fait de nous des êtres humains, a toujours observé le sommeil avec un mélange de curiosité et de frustration. Comment étudier un phénomène qui se produit dans l'esprit, dans un état où le sujet lui-même peine à décrire ce qu'il vit? Et pourtant, au cours du dernier siècle, des chercheurs ont étudié le sommeil avec rigueur, patience et, souvent, une créativité radicale. Le résultat, des expériences qui ont non seulement façonné notre compréhension actuelle du sommeil, mais aussi repoussé les frontières de la neurobiologie, de la psychologie et même de l'éthique. L'une des découvertes les plus marquantes eut lieu dans les années 1950, lorsque les scientifiques Eugene Aserinskios et Nathaniel Kleitman de l'Université de Chicago identifièrent la phase REM du sommeil. Ils remarquèrent que durant certains moments de la nuit, les yeux des dormeurs se déplaçaient rapidement sous leurs paupières et que les réveiller à cet instant entraînait des récits particulièrement vivaces de rêves. Ce fut la première fois que le sommeil cessa d'être perçu comme un bloc uniforme d'inconscience, révélant une architecture complexe. Cette découverte inaugura la science moderne du sommeil et révéla que les rêves ont un lieu et un moment précis dans le cerveau. Une autre expérience devenue légendaire concerne Randy Gardner, un étudiant américain qui, en 1964, établit le record de la plus longue période documentée sans sommeil, 264 heures, soit environ 11 jours consécutifs. Sous étroite surveillance scientifique, Gardner fut observé pendant toute la durée de sa privation de sommeil. Progressivement, il développa des hallucinations, des pertes de mémoire, des troubles moteurs, une irritabilité extrême et des délires. À la fin de l'expérience, quelques heures de sommeil profond suffirent à entamer la récupération de ses fonctions cognitives. Une chose fut claire, le sommeil est une nécessité biologique absolue et non un luxe. D'autres recherches ont utilisé des outils comme le électroencéphalogramme EEG qui mesure l'activité électrique du cerveau. Grâce à ces techniques, on découvrit l'alternance entre les phases NREM et REM, les ondes cérébrales lentes, les fuseaux du sommeil et les complexes K, des modèles de décharge neuronale propres au stade léger et profond du sommeil. Ces signaux électriques sont devenus le langage invisible par lequel les scientifiques traduisent le sommeil. Et plus ils observaient ces ondes, plus il devenait évident que le sommeil est une danse synchronisée, une symphonie silencieuse d'électricité et de neurochimie. L'une des expériences les plus intrigantes portait sur la privation sélective du sommeil REM. Des volontaires étaient autorisés à dormir, mais réveillés dès qu'ils entraient dans la phase REM. Les résultats furent bas sans appel. Malgré de nombreuses heures de sommeil sans REM, les sujets présentaient de graves déficits de mémoire, une instabilité émotionnelle,
des difficultés d'apprentissage et des signes de stress psychologique. Cela démontra que dormir ne suffit pas, il faut rêver. Le sommeil REM remplit des fonctions allant bien au-delà du repos. Il est lié à l'intégration émotionnelle, à la créativité, à la santé mentale. Son absence est dévastatrice. Plus récemment, des expériences en environnement totalement isolé de lumière, de son et de repères temporels. Comme dans des grottes ou des bunkers, ont démontré que les êtres humains possèdent une horloge biologique interne. Même sans repères extérieurs, cette horloge régule les cycles veille-sommeil selon un rythme d'environ 24 heures et quelques minutes. Ce rythme circadien est contrôlé par une petite structure cérébrale appelée le noyau suprachiasmatique, situé dans l'hypothalamus. Cette horloge maîtresse régule non seulement le sommeil, mais aussi la température corporelle, la production hormonale, le métabolisme et même l'humeur. Autrement dit, le sommeil n'est qu'un rouage d'un mécanisme biologique bien plus vaste. Sur un autre front, les techniques de stimulation transcrânienne ont commencé à tester la possibilité d'induire des rêves lucides ou d'améliorer la consolidation de la mémoire pendant le sommeil. De légères stimulations électriques ont été appliquées sur des régions spécifiques du cerveau durant la phase REM, avec des résultats prometteurs. Certains participants ont pris conscience qu'ils rêvaient, tandis que d'autres ont montré de meilleures performances dans des tests de mémoire au réveil. Cela suggère qu'il est peut-être possible de manipuler le cerveau endormi, sans le réveiller. La neuroscience actuelle étudie également en profondeur le système glymphatique, responsable de l'élimination des déchets métaboliques du cerveau pendant le sommeil profond. Des études chez la souris ont révélé que durant le sommeil, l'espace entre les neurones s'élargit, permettant au liquide céphalorachidien de circuler et d'éliminer des toxines comme la bêta-amyloïde, associée à la maladie d'Alzheimer. Cette découverte a bouleversé notre compréhension du sommeil comme processus d'entretien biologique. Il ne fait pas que recharger le corps. Il protège le cerveau de la dégénérescence. Mais peut-être que les expériences les plus troublantes sont encore à venir. Des chercheurs testent déjà l'utilisation de l'intelligence artificielle pour décoder les rêves. En analysant en temps réel les schémas cérébraux à l'aide d'algorithmes, ils parviennent à prédire, à partir de bases de données, les thèmes ou les objets rêvés, même si la personne ne les exprime pas verbalement. Cela nous rapproche dangereusement de l'idée de lire dans les pensées. Pourrons-nous un jour regarder nos rêves sur un écran, les réécrire, les éditer, les manipuler? La science du sommeil progresse, mais chaque découverte soulève de nouvelles questions. Car le sommeil, malgré les machines, les mesures et les algorithmes, reste une expérience intérieure, subjective et profondément humaine. On peut l'étudier, on peut cartographier ses ondes, disséquer ses phases, mesurer ses effets. Mais ce qu'il signifie ne tiendra peut-être jamais dans un graphique. Dormir, c'est vivre une autre forme de réalité. Et les expériences scientifiques, aussi brillantes soient-elles, restent encore à la lisière de ce qui se passe vraiment lorsque nous fermons les yeux et plongeons en nous-mêmes. Pendant des siècles, le sommeil a été perçu comme un sanctuaire inviolable. Un moment intime, silencieux, où le corps se retire et où l'esprit plonge dans des paysages secrets. Mais la science progresse, la technologie évolue. Et aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, nous nous apprêtons à pénétrer dans le sommeil, non plus comme de simples observateurs, mais comme des architectes. Une nouvelle ère émerge, où il sera possible de manipuler le cerveau endormi, d'induire des rêves, de stimuler la mémoire et, peut-être, de contrôler l'inconscient. Le sommeil du futur pourrait ne plus être un événement passif. Il pourrait devenir un processus que nous programmons. Des chercheurs du MIT, de Harvard, de Stanford et de plusieurs institutions européennes développent actuellement des dispositifs capables d'interagir avec le cerveau pendant le sommeil. Un exemple fascinant est Dormio, un système expérimental conçu au MIT Media Lab. Il surveille les signaux physiologiques d'une personne en train de s'endormir, comme la fréquence cardiaque ou l'activité électrique cérébrale, et à un moment précis entre l'éveil et le sommeil, le stade hypnagogique, il diffuse des messages audio soigneusement élaborés. Le but ?
induire des thèmes précis dans les rêves. Et cela fonctionne. Les participants ont rapporté avoir rêvé de tigres, d'arbres, de musique, de mathématiques, exactement selon les instructions reçues. Cela signifie que nous sommes déjà capables de semer des idées dans le monde des rêves. Mais ce n'est que le début. La neurotechnologie développe des moyens de approfondir le sommeil lent, d'allonger la phase REM, ou même de remplacer partiellement le sommeil par stimulation neurale. Des dispositifs portables, comme des bandeaux ou des écouteurs, sont testés pour émettre des sons synchronisés avec les ondes cérébrales, renforçant ainsi les cycles naturels du sommeil. Dans certains essais, les personnes exposées à ces technologies ont montré une amélioration de la mémoire, de l'humeur et de la créativité au réveil. Comme si le sommeil était optimisé. Comme si la nature recevait une mise à jour technologique. Un autre domaine prometteur et controversé était la tentative de décoder les rêves grâce à l'intelligence artificielle. En utilisant des algorithmes d'apprentissage profond et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, des chercheurs japonais et américains tentent de cartographier les régions cérébrales activées pendant le sommeil REM et de relier ces schémas à des contenus spécifiques. Dans des expériences préliminaires, ils sont parvenus à identifier avec une certaine précision des images rêvées, visages, objets, paysages. L'avancée de cette technologie suggère qu'un jour, nous pourrions visualiser nos rêves, voire les enregistrer sous forme de vidéos mentales. Mais cette nouvelle frontière soulève des questions éthiques complexes. Si nous pouvons accéder aux rêves et les modifier, qui en aura le contrôle? Certaines entreprises technologiques envisagent déjà des dispositifs capables d'utiliser le sommeil comme espace pour la publicité subliminale, des expériences de marque ou le renforcement de messages. L'idée de marketing onirique n'est plus de la science-fiction. Elle a été sérieusement proposée dans des campagnes réelles. Cela ouvre un débat sensible. Le rêve, ce sanctuaire de la psyché, risque-t-il de devenir un terrain d'exploitation commerciale? Et plus loin encore, des hypothèses futuristes apparaissent. Chargement de souvenirs pendant le sommeil. Synchronisation de rêves entre plusieurs personnes. Entraînement de compétences motrices dans des environnements oniriques. Compression du sommeil avec les mêmes bénéfices en moins de temps. Ou même hibernation induite pour les voyages. Spatiaux prolongés. Des technologies autrefois réservées à la science-fiction, comme dans Inception ou Matrix, semblent soudainement beaucoup moins éloignées au regard de ce qui est déjà en cours dans les laboratoires. Mais il existe un risque subtil et profond dans cette quête. À force de vouloir dominer le sommeil, nous pourrions en perdre l'essentiel, son mystère. La beauté du sommeil réside peut-être dans son imprévisibilité. Rêver, c'est découvrir ce que l'inconscient veut révéler, non pas ce que nous souhaitons entendre. Altérer cela, même avec de bonnes intentions, pourrait nous priver d'un lien fondamental avec ce qui nous échappe. Et peut-être que dans cette reddition nocturne se trouve une sagesse que la science ne sait pas encore mesurer. La question n'est donc pas seulement « pouvons-nous manipuler le sommeil ?», mais « devons-nous le faire ?» Jusqu'où peut-on aller dans l'optimisation d'un processus qui nous connecte à des couches si profondes de l'existence? Rêver sur commande, est-ce encore rêver? Dormir avec la technologie, est-ce encore dormir? Ou simplement un nouvel espace de l'esprit colonisé par les algorithmes? L'avenir du sommeil sera brillant, déroutant, prometteur et imprévisible. Mais au-delà de tous les progrès, une chose restera inchangée. Le sommeil est un pont entre le corps et l'esprit, entre le monde extérieur et l'univers intérieur. Et même si un jour nous pouvions tout contrôler, peut-être aurons-nous encore besoin, de temps en temps, de simplement fermer les yeux et laisser le sommeil nous emporter où bon lui semble. Il y a un moment chaque nuit où le monde s'éteint. Le corps ralentit, la respiration s'apaise, les muscles se relâchent. Et puis, sans que nous puissions l'en empêcher, nous chutons. Une chute douce, presque imperceptible, qui nous conduit dans un lieu sans temps, sans gravité, sans forme. Ce lieu, c'est le sommeil. Et même si la science le scrute, même si les machines l'enregistrent, même si nous tentons de le décoder,
Il reste avant tout un mystère fondamental de l'existence. Dormir, c'est mourir quelques heures, c'est accepter de disparaître, se livrer à l'inconnu, renoncer au contrôle. Nul ne sait exactement ce qu'il trouvera en fermant les yeux. Cela peut être un rêve, cela peut être le vide, cela peut être un souvenir enfoui, ou une révélation de ce qui n'a pas encore été vécu. Et pourtant, nuit après nuit, nous acceptons ce plongeon. Nous nous abandonnons à la nuit comme si le sommeil était un pacte silencieux avec l'invisible. Peut-être que le sommeil existe pour préserver notre santé mentale. Peut-être est-il une archive biologique où nous conservons les versions de nous-mêmes qui n'ont pas de place dans la journée. Ou peut-être est-ce un ancien rituel hérité d'être disparu depuis des millions d'années. Ce qui est certain, c'est que le sommeil nous reconnecte à quelque chose que le monde éveillé nous arrache. La profondeur, l'introspection, le silence, l'intimité avec ce qui palpite à l'intérieur et que l'on ne peut pas voir. Rêver alors ne serait pas un simple effet secondaire, ce serait un langage, une langue que nous ne parlons pas à l'état de veille. Une forme de sagesse émotionnelle qui ne se traduit pas en mots, mais qui façonne nos choix, nos émotions, nos souvenirs. Car il y a des rêves qui soignent, des rêves qui préviennent, des rêves qui reviennent, qui insistent, qui pleurent à notre place. Et au réveil, parfois nous ne savons pas si nous sommes revenus d'un lieu réel ou si ce lieu nous a créés. Le sommeil nous rend aussi égaux. Pauvres ou riches, sceptiques ou mystiques, tous dorment. Tous entrent, même pour quelques heures, dans un état de vulnérabilité absolue, où les titres disparaissent, les rôles se dissolvent, et il ne reste que l'être, nu, inconscient, livré à la biologie et à l'âme. C'est pendant le sommeil que le corps se répare, mais peut-être est-ce aussi là que l'âme respire. Et si tout cela allait au-delà de la physiologie, et si le sommeil était une fenêtre, un pli de la réalité où nous apercevons, sans le savoir, l'envers de l'existence. Peut-être y entendons-nous la voix que le bruit du monde étouffe. Peut-être y entende-t-on encore nos morts murmurer. Peut-être que les réponses sont là, en attente que nous soyons assez calmes pour les percevoir. Alors que l'humanité avance vers l'intelligence artificielle, la neuro-ingénierie, la manipulation génétique, n'oublions jamais le sommeil comme un refuge, un espace sacré, incontrôlable, nécessaire. Car c'est dans le sommeil que nous retrouvons qui nous sommes, libérés de la logique des attentes, de la peur. Dans le sommeil, nous sommes mémoire, nous sommes désir, nous sommes pulsation. Nous faisons partie de ce qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Alors ce soir, lorsque vous vous coucherez, respirez profondément, éteignez le monde, fermez les yeux et laissez le sommeil venir, comme il l'a toujours fait, silencieux, mystérieux, immense. Car dans cet abandon, il y a plus que du repos. Il y a un retour, il y a une vérité, et il y a la vie. Bonne nuit.